Docteur Ephraim Herrera, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur studiokalita.com. Je rappelle que vous êtes spécialiste, orientaliste, spécialiste du djihadisme, auteur du djihad, de la théorie aux actes, aux éditions Elkana. Et je voudrais que nous parlions ensemble de ce que on ne peut pas ne pas remarquer au cours des derniers mois, des dernières semaines en particulier, ce bras de fer qui se durcit entre le Hamas d'un côté dans la bande de Gaza et le Fatah, ou plus exactement Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas qui, on le sait, a décidé de durcir sa position face au Hamas, peut-être à l'occasion du 10e anniversaire de la prise du pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Réduction, l'arrêt de l'acheminement d'électricité qui est réclamé par Mahmoud Abbas et qui ne veut plus payer l'ardoise pour le Hamas, et une volonté apparemment de plus en plus claire de la part du président de l'autorité palestinienne de réduire, on va dire, de tout faire pour que le Hamas perde le pied sur la bande de Gaza et qu'il puisse lui-même se substituer, donc en tout cas être remplacer le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. Pourquoi, docteur Ephraim Herrera, pourquoi Mahmoud Abbas est-il si fâché contre le Hamas et pourquoi a-t-il attendu 10 ans avant de se fâcher? Oh, il n'a pas attendu 10 ans, il s'est fâché depuis le début. Il y a eu déjà des conflits importants qui ont entraîné des dizaines de morts à Gaza et dans les territoires, dans les luttes intestines entre donc l'OLP et le Fatah, et Mahmoud Abbas d'un côté et le Hamas de l'autre. Ce n'est pas nouveau. Le phénomène est récent et que le Hamas se trouve en situation de faiblesse. Il est menacé de tous les côtés. Il est menacé par l'Égypte, qui a mis hors la loi les frères musulmans. Il ne faut pas oublier que le Hamas est la branche palestinienne des frères musulmans. Il est menacé par les pays du Golfe qui veulent justement lutter aussi contre les frères musulmans et contre les Al-Qaïda, bien sûr, et les plus extrémistes qu'eux. Il est mis de côté aussi par les États-Unis, qui le voient comme une organisation terroriste. Le président Trump l'a dit explicitement. Et donc, en fait, on est dans cette situation de faiblesse. Mahmoud Abbas essaye de reprendre le pouvoir qu'il a perdu de manière démocratique, d'ailleurs, à Gaza, puisque le Hamas avait gagné les élections. Donc, en fait, on a maintenant, dans la bande de Gaza, un État de 2 millions d'habitants, soumis à un régime totalitaire islamiste qui forme ses enfants à la haine des Juifs, à la guerre et au djihad. Et en fait, la grande question, à mon avis, dont on a peu parlé aujourd'hui, c'est quelles sont les solutions pour le Hamas. Et la solution qui semble se dessiner de manière surprenante est d'essayer d'avoir un compromis, non pas avec Mahmoud Abbas, mais avec Mohamed Dahlan, qui lui est très apprécié tant de l'Égypte que des pays du Golfe. Et qui est un homme de la bande de Gaza. Qui est un Gazaoui, absolument. Il a grandi là-bas. Ils ont des souvenirs chef des services de renseignement, oui. Voilà, donc ils se connaissent très bien. Et le Hamas, en désespoir de cause, il pourrait se tourner, tout le monde en parle, il pourrait se tourner le Hamas vers l'Iran. Mais cette décision lui entraînerait immédiatement des pressions terribles de la part de l'Égypte et d'Israël et des pays du Golfe. Donc c'est une option politique qui est très difficile. Et il y a aussi le boycott du Qatar qui est intervenu alors que le Qatar était le bailleur de fonds du Hamas ces dernières années, celui qui a d'une certaine manière contribué à la reconstruction de Gaza, ou a contribué aussi à la construction de tunnels et au financement d'armements pour le Hamas. Par milliards de dollars, il a financé le Hamas en sachant pertinemment que ce que faisait le Hamas, c'était de fomenter une guerre contre Israël et de viser à la destruction d'Israël. Et le Qatar l'a fait sciemment, et maintenant il est sous la pression des pays du Golfe qui ont mis un blocus terrestre et aérien au-dessus de leur territoire sur le Qatar. Alors, est-ce que l'on peut envisager, docteur Herrera, est-ce que l'on peut envisager
un rapprochement entre ces deux populations palestiniennes, celle de la bande de Gaza et celle de la Judée et de la Samarie. Est-ce que peut-être qu'en perspective d'une relance du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens qui se fait attendre du côté de l'administration Trump, est-ce que l'on peut véritablement envisager une réconciliation? On en a beaucoup parlé au cours des dernières années. À chaque fois, on a eu le sentiment que c'était quasiment impossible. Est-ce qu'il est possible d'envisager une réconciliation entre les Palestiniens de Gaza et les Palestiniens de la Judée et de la Samarie et leurs leaders? C'est peu probable. D'ailleurs, en fait, ce sont deux populations complètement différentes. En général, les habitants de Judée et Samarie détestent les gens de Gaza. Dire de quelqu'un qu'il est gazaoui, c'est une insulte. Donc, en fait, c'est une union artificielle depuis le début. La possibilité que vous soulevez, elle est effectivement possible si Abbas était évincé et à sa place, il y aurait Mohamed Dahlan, qui est apprécié, je le rappelle, de certains politiciens israéliens qui ne négligeront pas cette option du fait qu'il est accepté par les pays du Golfe et il est accepté il est vu de manière positive par le président égyptien. Est-ce à dire que Mohamed Dahlan est un pro-israélien? Loin de là. Loin de là. Il a été 11 fois mis en prison en Israël. Mais est-ce que on peut finalement, lorsque dans les accords d'Oslo on parlait d'une passerelle, d'un pont ou d'un tunnel qui relierait la bande de Gaza à la Judée et de la Samarie, est-ce que tout cela est réaliste? Est-ce que lorsque Mahmoud Abbas, ou en tout cas le leader palestinien, se présentera devant un président américain pour essayer de régler le conflit israélo-palestinien, il pourra dire un jour « Je suis le représentant de l'ensemble du peuple palestinien » ou bien toujours il y aura donc cette population d'environ 1,5 million habitants ou 2 millions dans la bande de Gaza qui ne reconnaîtra pas une autorité palestinienne? Ça dépend de l'union qui pourrait être faite. Si c'est une union basée sur l'islam, avec des vues qui seront proches de celles des frères musulmans, mais en mettant de côté la partie violente immédiate, il faut penser que c'est possible. Mais il ne faudra jamais oublier le point critique, c'est que tant Mahmoud Abbas, tant le Fatah que le Hamas exigent la loi du retour palestinienne, à savoir le retour de 10 millions de dits Palestiniens, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont fils, petits-fils ou arrière-petits-fils d'Arabes qui sont partis d'Israël en 1948, et ils veulent les voir revenir dans les territoires israéliens, c'est-à-dire à l'intérieur de la ligne verte. Et ça, c'est un point qui sera un point de désaccord sur lequel aucun dirigeant palestinien ne peut faire de compromis au jour d'aujourd'hui. Sinon, il sera menacé de mort immédiate. Alors, docteur Herrera, avant de parler un peu de ce qui se passe en Europe, peut-être en allant vers l'Europe géographiquement, un mot sur la Turquie. Parce que une information qui est publiée dans le Israélium, que je citerai de manière plus détaillée dans la revue de la presse de tout à l'heure, révèle que dans le cadre d'une enquête, des millions de dollars sont acheminés de la Turquie vers des mouvements palestiniens ou arabes israéliens qui défendent le mont du Temple. Et il y a là une sorte de rivalité, de combat, là aussi de bras de fer entre la Turquie de Tayyip Erdogan, islamiste, et la Jordanie plus laïque, on va dire, du roi Abdallah, pour conserver le contrôle du mont du Temple. Et il y a une forme d'alliance, là aussi, d'un côté, le Hamas qui rejoint la Turquie de ce point de vue-là, et Israël et l'autorité palestinienne qui voudrait faire un front avec la Jordanie pour empêcher justement une sorte de prise de contrôle de la Turquie sur le mont du Temple. Est-ce que c'est une information que vous connaissez, qui est confirmée? Il y a ces tensions entre la Jordanie et la Turquie autour du mont du Temple et de la souveraineté sur le mont du Temple, ou entre guillemets la souveraineté, puisque officiellement la souveraineté est israélienne. Ah oui, on le sait depuis longtemps, ce n'est pas du tout un scoop. Les Turcs investissent des millions de dollars en Israël pour soutenir les mouvements qui sont pro-frères musulmans, pour prendre le pouvoir de facto sur le mont du Temple. Aujourd'hui, un imam
soutenu par les Jordaniens qui essayent de rentrer au mont du Temple, est rejeté par la foule, rejeté par les dirigeants. C'est-à-dire que de fait, aujourd'hui, la Turquie prend le pouvoir sur le mont du Temple. Au sud d'Israël, qui jusqu'à présent n'a pas fait grand-chose. Et qui est son bras avancé, on va dire, parce que on sait qu'il y a eu on sait le pouvoir qu'avait Raed Salah, le chef du mouvement islamiste, de la branche nord du mouvement islamiste israélien sur le mont du Temple. On sait aussi que les mouvements qui lui étaient affiliés, comme les Mourabitoun et Mourabitat, avaient été mis hors la loi par le ministre de la Défense. Aujourd'hui, qui contrôle véritablement le mont du Temple? Est-ce que c'est le Waqf pro-jordanien ou alors est-ce qu'il y a une pression du côté de la Turquie et d'un bras avancé? Ils financent des imams qui sont proches des frères musulmans aujourd'hui en Israël. C'est ça qu'ils font de manière systématique. Ils essayent de prendre le mont du Temple, c'est-à-dire que les imams qui sont financés par les Jordaniens qui n'ont pas de sous, se retrouvent expulsés, et ceux qui sont financés par les Turcs, ce sont des Palestiniens, ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des Turcs qui viennent ici, ce sont des dirigeants locaux qui sont financés par les Turcs. Il ne faut pas oublier que les Turcs soutiennent le Hamas et sont opposés à Sisi. Ils ont dit que Sisi avait fait un putsch et usurpé le pouvoir légitime de Morsi. La politique de la Turquie, elle a envoyé des soldats au Qatar. Elle envoie des ressources alimentaires aussi au Qatar. Elle a condamné le blocus qui a été fait sur ce pays. Donc la Turquie, le rêve turc, c'est de ressusciter l'Empire ottoman, d'être le califat. Le dirigeant spirituel des frères musulmans, le Cheikh Kardawi, a dit explicitement qu'il voyait en Erdogan le futur calife, digne de l'être et soutenu par Allah, Mohammed et les anges. Alors, puisque vous parlez de califat, cela nous amène aussi à ce qui se passe en Europe avec la multiplication de ces attentats. On a vu ce qui s'est passé à Paris, aux Champs-Élysées, hier à Bruxelles. On a vu également les attentats de Londres, de Manchester, et la réaction, on va dire, islamophobe il y a 2 jours, donc devant une mosquée du nord de Londres. Est-ce que ces attentats, la multiplication de ces attentats, c'est un peu, à votre avis, le chant du cygne de Daesh, qui est en difficulté, qui est même aujourd'hui bombardé par l'Iran, ou bien est-ce que c'est le début d'une vague qui risque d'aller en s'amplifiant? Ça peut être le début d'une guerre civile. C'est le but explicite de l'État islamique. C'est un point qui est aussi peu connu. L'idéologue de l'État islamique, qui s'appelle Abu Musab al-Souri, a défini de manière claire sa stratégie pour conquérir l'Europe. Il a défini l'Europe comme étant faible et comme étant un continent avec une population musulmane importante, et donc il a appelé à faire des attentats de loups solitaires. C'est lui qui a inventé ce concept en vue de semer la terreur dans le cœur des infidèles et des croisés, ce sont ces termes, et en vue d'amener une guerre civile de laquelle l'islam sortirait vainqueur. Donc, quand il y a des réactions comme celles qu'on a vues à Londres, à la Finsbury Park Mosquée, pour l'État islamique, c'est une double victoire. Le fait que des Anglais prennent des mesures de représailles contre des musulmans, c'est une victoire parce que ça va amener à la guerre civile qu'ils souhaitent. Alors, est-ce que, puisque vous parlez de l'Angleterre, est-ce qu'il y a en Angleterre une autre manière de percevoir donc la menace islamiste, de par on va dire, ce multiculturalisme que l'on pensait être une réussite en Angleterre, contrairement à la France? Est-ce que vous pensez, est-ce qu'aujourd'hui les Britanniques prennent conscience que finalement eh bien, ils sont, on va dire, au premier rang des pays menacés? Ah oui, ils en ont pris conscience déjà il y a quelques années. Cameron avait dit que le multiculturalisme était un échec. En fait, il y a environ 3 millions de musulmans dans le Royaume-Uni, la majeure partie vivant en Angleterre, venant du Pakistan et du Bangladesh principalement, contrairement aux musulmans de France qui viennent principalement d'Afrique du Nord et de Turquie, par exemple. Et ils viennent avec une culture islamiste proche des conceptions, au mieux des frères musulmans. Maududi, le fondateur des frères musulmans, venait du Pakistan.
et au pire de Al-Qaïda. Et ces gens, en fait, la conception de base des Anglais avait été à chacun ses valeurs, chacun ses traditions, et on vit dans sa communauté de manière indépendante et tranquille. Mais dans ces communautés, on a enseigné la haine. Cette même Finsbury Park, là, cette mosquée, oui, elle était une mosquée de Al-Qaïda jusqu'à ce qu'elle soit fermée en 2003. Elle a été réouverte en 2005. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle est dirigée par la Muslim Association of Britain, qui est donc une association qui réunit environ 500 organismes musulmans en Angleterre et qui est proche des frères musulmans. Elle a été déclarée organisation terroriste par les États du Golfe. Oui, son imam, si je ne m'abuse, dont je ne me rappelle pas le nom, a été condamné. Il a été expulsé aux États-Unis, condamné à la prison à perpétuité. Mais maintenant, c'est un autre, c'est plus Al-Qaïda. Donc ce sont soi-disant des modérés. Mais quel est le but des frères musulmans en Europe? Encore une fois, Al-Qaradawi, leur chef spirituel, l'a dit de manière explicite. Le but, c'est ce qu'il appelle Fathun Silmiun, une victoire pacifique. Il dit 2 fois, on a essayé par des moyens belliqueux de conquérir l'Europe. Ils ont été arrêtés en 732 à Poitiers, comme on l'a tous appris. Ils ont été arrêtés en 1683 à Vienne, donc aux portes de Vienne. Et maintenant, il dit cette 3e conquête, on va la faire par des voies pacifiques, par le biais de la démographie, par le biais de l'appel à l'islam. Vous avez 100 000 Britanniques qui aujourd'hui convertis à l'islam. Ce sont des chiffres impressionnants. Et est-ce que, et ce sera ma dernière question, docteur Ephraim Herrera, est-ce que vous avez le sentiment, lorsque vous donnez des conférences en France, en Europe, que les autorités de ces pays qui ont été frappés ces derniers mois par le terrorisme, je parle en particulier de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, des trois grands pays européens, on peut même rajouter la Belgique, prennent conscience de ce danger? Est-ce qu'ils prennent des mesures pour l'enrayer ou l'endiguer? La conscience existe, bien évidemment. Les mesures sont prises au niveau sécuritaire et uniquement sécuritaire. Par exemple, le président Macron a refusé de dire explicitement que l'Union des organisations islamiques de France est une organisation terroriste, contrairement à la position des Émirats du Golfe, qui la considèrent comme une organisation terroriste. Et donc elle a sa place à la table de la République. De la même manière, en Angleterre, les mouvements pro-frères musulmans sont considérés comme légitimes. Et tant que ça durera, alors il y aura forcément des gens qui vont glisser des conceptions pacifiques, entre guillemets, de conquête des frères musulmans à des conceptions belliqueuses de Al-Qaïda ou de l'État islamique. Et donc il faudra s'attendre à encore beaucoup d'attentats, puisqu'on ne prend pas le problème à sa racine. Eh bien, docteur Ephraim Herrera, vous êtes orientaliste et l'auteur donc d'un ouvrage sur le djihad, de la théorie aux actes. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir éclairé sur cette problématique, que ce soit au Proche-Orient avec le Hamas et le Fatah, que ce soit en Europe avec donc la multiplication de ces attentats commis entre autres par Daesh. Merci docteur Ephraim Herrera et bonne journée. Shalom. Merci à vous aussi. Au revoir. Voilà, il est 8h30 très exactement. Dans quelques instants, vous retrouverez la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel, Un jour notre histoire. Et je vous retrouverai ensuite pour la revue de la presse et des médias. Tout cela après une page musicale proposée par David Amara.